15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble encore aujourd'hui avec mon invité humoriste. Vous l'avez sûrement croisé comme moi en première partie à diverses reprises ou encore sur les réseaux sociaux où elle cartonne. Blandine Lehoux vient nous voir aujourd'hui pour son spectacle La vie de ta mère, les mardis 8 et mercredi 9 avril. C'est au Palais des Glaces à Paris et aussi du 23 septembre au 30 décembre à l'Européen et en tournée. L'occasion, comme toujours, vous le savez, de découvrir notre invité en direct aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Blandine. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je le disais en sommaire, j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises dans des premières parties. Alors ne me demandez pas quelle première partie, voilà, je m'y attendais. J'ai cherché dans ma mémoire, impossible de retrouver. Tristan Lopin ? Non, c'était pas vous, c'était Douli. J'ai fait le même soir que Douli. Il y a certainement eu ça, mais il y a une à l'Olympia. Oui, mais il y a une beaucoup plus petite salle, je crois, où je vous avais vu. Bon, écoutez, les souvenirs sont là. En tout cas, il y a eu Tristan Lopin. Donc, pour ceux à qui cela parle, eh bien voilà, c'était vous. Merci beaucoup d'être mon invité avec plaisir aujourd'hui pour découvrir votre actualité. Mais vous savez ou pas, cette émission a un ADN très précis qui est tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si on va voir que là c'est totalement indissociable. Je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? C'est une bonne question ça. Alors, mon mari dirait impatiente. Ok. Moi je dirais gentille. Et quoi d'autre ? Et sympathique, quoi. Et sympathique. Ouais, on va voir si c'est ça un peu colle. Ça mon ADN. C'est une meuf sympa. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et on démarre par le début, toujours le début. Blandine Lehoux, vous êtes née, je crois savoir, en mars 90. Si les infos sont bonnes, en région parisienne. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Ah ouais, vous voulez vraiment tout savoir. Écoutez, moi j'ai grandi dans une famille un peu originale. J'ai grandi à la fois avec ma mère, mais aussi mes grands-parents, mes oncles et mes tantes. On vivait tous dans la même maison jusqu'à mes 14 ans. Et donc j'ai un vrai sens de la famille. Enfin voilà. On a grandi tous ensemble et moi j'étais la petite dernière de tout le monde. Et donc du coup j'étais un peu l'enfant en qui on croit. L'enfant en qui on croyait, l'enfant roi, quoi. Enfin, le dernier, celui qui est le bébé, quoi. Parce que moi, j'ai 6 ans d'écart avec ma sœur, donc j'étais vraiment le bébé. La petite dernière de la famille. Est-ce que votre mère aussi était la petite dernière ? Non, elle était pas. C'était l'aînée. L'aînée ? Ouais, exactement. D'accord. Il y a des origines familiales italiennes, pas italiennes, bretonnes, je ne sais pas. Non, il y a un peu d'origine tunisienne et sinon française, mais voilà, sinon. Tunisienne de quel côté ? Du côté de mon père. Vous n'en parlez pas beaucoup du papa dans votre spectacle. Non, et pourtant il y a une grande présence familiale. Ouais, mais j'en parle dans le spectacle. À la fin, je fais une vanne. Ouais. Parce que j'en parle pas de tout le spectacle. Et à la fin du spectacle, je fais une vanne. Et les gens comprennent. Je vais pas le dire là, comme ça les gens ils découvriront pendant le spectacle s'ils veulent venir. Mais voilà, ouais, je parle pas de ça, c'est marrant. C'est marrant que tu oses me parler de ça alors que j'en parle jamais. C'est vrai, j'ose, c'est vrai, il faut oser dans la vie. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire dans la vôtre. On va le voir au cours de votre carrière dans cette émission. Très jeune, vous allez nourrir une envie secrète, faire de l'humour sur scène. Mais au départ, c'est une envie un peu inavouable et surtout, c'est quelque chose que vous ne pensez pas possible. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, déjà, c'est une envie inavouable parce que dans ma famille, comme je suis bonne à l'école et que dans ma famille, la plupart des gens ont fait des belles études, ils misaient un peu sur moi. Ils disaient t'es bonne à l'école, tu vas pouvoir faire des super trucs. Et donc du coup j'avais cette pression sur les épaules. Et alors que moi ce que j'avais envie de faire c'était du spectacle, j'avais envie de faire rire les gens. Et aussi le truc un peu inaccessible parce que quand on a 16 ans, 15-16 ans, qu'on est mal dans sa peau et que surtout on est dans une époque, moi je vais avoir 35 ans, donc on a une époque où il n'y a pas les réseaux sociaux, enfin vraiment à peine, il n'y a rien, même il y a peut-être YouTube, mais je crois que je ne me rappelle même pas. Et en fait, à cette époque, on n'est pas... on se dit pas que c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on voit, c'est
Gad Elmaleh, quoi. On voit le résultat de Gad Elmaleh. On voit pas tout le chemin. Le cheminement. Voilà, exactement. Donc ça paraît inaccessible. Il n'y a pas que Gad Elmaleh dans vos influences et vos non. admirations. Pas du tout. Mais c'est un exemple que je donne parce qu'on a Radio J. Il y a Eli Kaku aussi, je crois. Là, ça c'est... Oui. Et Eli Kaku, c'est carrément pour moi un autre step, c'est-à-dire que c'est même pas envisageable, même encore aujourd'hui, c'est inaccessible dans ma tête. Eli Kaku, c'est vraiment le Graal ultime. Il y a dans le Graal, je crois, les Vamps. Ah ouais, bravo. Hein, Eddie Murphy aussi. Ouais, j'adore Eddie Murphy. Des gens qui vous ont donné peut-être envie de faire ce métier très tôt, très jeune. Alors vous allez quand même faire plaisir, parce que vous parlez de cette pression familiale. Vous allez faire des études de médecine et d'expertise comptable que vous allez avorter. Mais alors tu sais que c'est incroyable, parce qu'en fait, il y a l'école de comptabilité dans laquelle j'étais qui est dans ce bâtiment. Mais non. Je te jure, ça m'a fait tout drôle. Ah mais je les vois, nous les voyons. Bah voilà, tu les vois, plein d'avenir. Donc vous étiez dans ce bâtiment, mais c'était ce groupe. Mais c'était ce groupe-là, incroyable. Fou, hein. Comme quoi il n'y a pas de hasard, Blandine. C'est drôle. Vous allez décider que votre projet de vie sera d'être heureuse. Parce que ces études-là ne vous rendent pas heureuse. Et donc vous allez faire un premier step. Qui est de travailler au Club Med, je crois savoir. Ouais, exactement. Comme Eli Kaku. Comme Eli Kaku et bien d'autres. Je pense notamment à Philippe Cabrivière et je crois à Nour Manoff. Enfin, il y en a eu pas mal. Vincent Lagaffe aussi. Vincent Lagaffe, il y en a eu vraiment pas mal qui sont passés par cette école-là, parce que je pense que c'est une école. Et donc, vous vous dites que votre bonheur, ça va être la scène. Ouais. Mais vous allez faire ça de façon graduelle. Et il y a une anecdote. C'est laquelle ? Qui vous donne envie de faire de la scène au Club Med. Ah, alors, je sais pas, enfin, en vrai, il y en a qu'une, donc j'espère que c'est celle-là dont tu parles. Il y a un remplacement, une fois, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Bon, bah, c'est ça que j'allais raconter. Donc, c'est bien. En fait, en gros, moi, j'étais première saison, j'avais été envoyée dans un beau village parce que j'avais fait un remplacement. Et donc, j'étais partie en Guadeloupe. Et donc, j'étais première saison et toutes les semaines, il y avait le café-théâtre. Et moi, toutes les semaines, j'allais au café-théâtre et je regardais, j'étais en admiration. Et toutes les semaines, ils faisaient des sketchs du Club Med, sans doute des sketchs qui avaient 20 ou 30 ans, qu'Eli Kaku avait peut-être d'ailleurs fait un jour. Et toutes les semaines, je regardais, j'étais admirative, je me disais, ah, la chance qu'ils ont. Et en fait, c'était réservé que aux gens qui étaient géo depuis longtemps, en fait. Ouais, les titulaires de longue saison. Ouais, exactement, ceux qui sont là, qui sont vraiment géo depuis longtemps. Et en fait, un jour, il y a une nana qui est malade. Et donc, et moi, je dis, mais moi, je connais tous les sketchs, je veux bien remplacer. Et donc, du coup, je fais. Et genre, ils étaient tous un peu genre choqués parce qu'en fait, moi, ça faisait des semaines que j'en rêvais, donc forcément, j'ai tout donné. Et en fait, du coup, je suis devenue titulaire. Genre, j'étais une première saison qui faisait le café-théâtre. À l'époque, c'était genre une dinguerie. Et puis après ça, il y a un des bras droits du chef de village qui m'avait jamais adressé la parole, voilà, machin, et qui m'appelle et tout le lendemain. Et je lui dis, il m'appelle dans le bar. Et je traverse le bar. Il me dit, Blandine, viens voir. Je savais même pas qu'il connaissait mon prénom. Et il me dit, tu vois le couloir géo en haut, c'est un endroit où... Et il me dit, il y a un tableau géo. Et en fait, le tableau géo, c'est là où il y a les informations les plus importantes où il faut aller tous les matins pour savoir ce qui va se passer dans le village. Et il me dit, un jour, tu seras sur ce tableau géo, tu viendras et tous les géos devront être au courant que tu viens. Waouh. Ouais, c'est une jolie reconnaissance. Ouais. Une très jolie reconnaissance. Par la suite, j'imagine, au Club Med ou pas, vous allez nous le dire, Guy Lepage, qui est le créateur de la série Un gars, une fille, va repérer votre talent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bah, en fait, c'est vraiment anecdotique. Lui, il doit même pas s'en souvenir, mais en gros, j'étais en train de déjeuner avec lui. Au Club Med, on mange avec tout le monde. Et je lui dis que j'aimerais bien rentrer pour faire du théâtre. Et et donc je lui dis, ah, mais d'ailleurs, si vous voulez, ce soir, je sais plus si c'était le soir ou le lendemain, je lui dis, je fais le café-théâtre. Et parce que moi, je vivais que pour le café-théâtre, du coup, à partir de ce moment-là. Et donc, il vient et il me dit, t'as raison il vient me voir. Enfin, il vient pas me voir, il vient voir le café-théâtre. Et il me dit, t'as raison de vouloir rentrer à Paris faire du théâtre. Je pense que t'as quelque chose à faire là-dedans. Au départ, vous allez persévérer en tant que comédienne, vous allez bien sûr rentrer à Paris, enchaîner des stages de théâtre, prendre des cours. C'est un cursus qui vous fait prendre confiance en vous, dans un premier temps, Blandine Lehoux, à vous sentir légitime. Mais pour autant, vous allez... hésiter à vous lancer dans la scène à proprement parler, dans le one woman show, voilà, dans le stand-up. Et vous allez donc décider de jouer au théâtre dans un premier temps. Exactement. Mais il y a un mais. Je sais pas c'est quoi le mais, Cyrielle. Vous hésitez. En fait, vous vous dites que c'est très bien. Mais après, c'est vous qui racontez le je vous raconte, ouais. Moi, je veux savoir la vérité. J'espère que je vais dans la bonne direction. Mais attendez, c'est votre direction, est-ce que c'est votre vie ? Ok, oui, en fait, en gros, pareil. En fait, à cette époque, moi, je vois la montagne. C'est-à-dire, je me dis, mais j'arriverai jamais
moi, ce que je veux faire, c'est ça. C'est-à-dire de l'humour, de faire rire les gens. Voilà, ça, je veux le faire, mais je sais pas comment y accéder. Ça paraît être une montagne vraiment, mais insubmersible. Et donc, du coup, je me dis, tu sais quoi, regarde, au lieu de regarder la montagne, regarde tes pieds, regarde tes pas. Et donc, je me dis, tu vas faire step by step. Et la première chose que je me dis, c'est, déjà, je vais essayer d'être comédienne, de faire des projets de comédie. Voilà, donc j'ai été embauchée dans des pièces de théâtre, des comédies uniquement. Et donc, du coup, je me suis dit, maintenant que tu es dans des comédies, il va falloir avoir ton intermittence. Et une fois que j'avais mon intermittence et que je jouais dans des comédies, au bout de longtemps, parce que ça a été long d'avoir l'intermittence, ça a été un long chemin, je me suis dit, maintenant, let's go, tu vas faire enfin ce pourquoi t'as fait tout ça, t'as arrêté tes études et tout, tu vas faire du stand-up. Et donc, je me suis lancée en janvier 2020 et donc on a été confinés en mars 2020 et donc là il y a eu l'année blanche et puis il y a eu le confinement culturel qui a duré presque 2 ans quoi. C'est ça. Plus d'1 an. Vous avez quand même 10 ans de théâtre dans les pattes, je crois, à ce moment-là, parce que vous allez démarrer assez tôt quand même la scène. Ça finit de vous plaire. Clairement, la comédie sur scène, c'est pas votre truc. Vous avez envie de dire des choses que vous avez envie d'exprimer tout simplement. Et donc en effet, le Covid passe par là. Vous êtes remarqué très vite sur les réseaux sociaux pendant ce confinement parce que vous allez vous lancer dans les réseaux sociaux, mais vous allez surtout raconter votre grossesse. Ouais, exactement. Et c'est ça qui fait que vous vous rendez compte que il se passe quelque chose. Ouais, il y a un écho en fait. J'étais confinée enceinte et donc on était tous sur les téléphones et je me suis dit let's go. Et j'ai commencé à raconter mon quotidien de femme enceinte, moi qui supportais pas mon mari, moi qui étais en train de faire à manger à mon mari, qui lui mangeait pas les gâteaux et au final c'est moi qui les mangeais et machin. Et en fait j'ai vu qu'il y avait un écho. Et en fait, je me suis dit, moi, je voulais faire du stand-up depuis toujours. Je voulais raconter un peu, me raconter et tout. Et en fait, c'est vrai que être maman, vivre une grossesse, être maman, c'est l'aventure d'une vie. Comment monter sur scène sans raconter ça. Et donc, ça fait partie de mon spectacle. Je ne parle pas que de la maternité. Mais j'en parle. Ouais. Mais vous commencez à écrire votre premier spectacle pendant cette période de Covid. Et donc forcément, ça un petit peu avant, une partie. Ouais. Forcément, ça vous inspire. Aujourd'hui, on voit que ça tourne beaucoup quand même pour la moitié autour de la parentalité. Je crois que même vous allez jouer enceinte. Ouais, bien sûr. En fait, quand j'ai eu ma fille, donc j'ai commencé à vraiment faire les comédie clubs parce que ça a réouvert en printemps 2021. Et en fait, je suis retombée enceinte tout de suite. Et là, je me suis dit, ouais, ok, toute ta vie, t'as voulu faire ça. Au moment où enfin tu peux le faire, tu retombes enceinte. Et donc, du coup, je me suis laissé le temps de ma grossesse pour écrire mon spectacle. Et donc, du coup, j'ai joué jusqu'à 5 jours avant d'accoucher. J'étais sur scène. Comment vous allez vivre cette deuxième grossesse qui vous tombe dessus au moment où vous pensez éclore ? Ouais, un peu... en fait, sur le plan personnel, méga heureuse, genre trop bien. Je vais avoir 2 enfants rapprochés. Vous avez aimé la grossesse ? Ouais, les grossesses. J'adorais manger. C'est pour ça. J'adore manger. Moi. Des fois, je me dis, est-ce que je ferais pas un 3e juste pour pouvoir manger ? C'est la limite pour manger, d'accord, j'ai compris. Et donc du coup j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré être... En fait j'ai adoré manger sans culpabilité aucune, parce que moi j'ai toujours comme j'étais ronde quand j'étais petite, je mange avec culpabilité en 100% du temps. Ouais. Sauf pendant que j'étais enceinte. Vous en parlez beaucoup dans votre spectacle. On sent que l'image est importante. Sans vergogne, vous dites que votre vie a toujours tourné autour de vos problèmes de poids. Vous avez pris 30 kilos pour chaque grossesse, vous qui avez toujours été au régime. Et alors, forcément, on a envie de savoir... vous avez surtout, envie de savoir quand vous êtes sur scène, si vous êtes la seule dans ce cas-là ou pas. Et on a un petit extrait. Allez-y. Est-ce qu'il y a des filles qui ont pris beaucoup de poids pendant leur grossesse ? Ouais, j'adore. Allez, j'espère que tu vas me sortir un vrai score. 3 fois 27 ? Mais t'es vraiment une... Mais toi, on est comme ça, toi et moi. Et toi, t'as pris combien ? Oh, mais t'abuses de dire qu'elle a pris beaucoup, c'est rien 18. 18, ça aurait été un objectif. Et t'as raison, c'était un boudin.
Ça fait énormément sourire, rire. Moi, je me suis retrouvée dans la même situation que vous. Alors, ça m'a beaucoup amusé de regarder ce spectacle-là. Vous accouchez de 2 projets, vous venez de nous le dire, en même temps, un bébé et puis un spectacle qui s'intitule donc La vie de ta mère, que l'on retrouve aujourd'hui le 8 et 9 avril au Palais des Glaces à Paris. Mais c'est complet. C'est complet, voilà, je le dis. Mais on va se rattraper du 23 septembre, très jolie date, au 30 décembre à l'Européen et en tournée. C'est un spectacle que vous avez fait, j'imagine, bien sûr, évoluer au fil du temps. Sûr. Et qui a pour but, vous direz, de donner confiance aujourd'hui aux femmes. Bah, en fait, vous savez, dans la vie, je pense qu'il y a les gens, dans tous les domaines, il y a les gens qui font et il y a les gens qui disent. Et en fait, moi, je ne dis pas, je fais, c'est-à-dire que je ne dis jamais assumez-vous comme vous êtes. Je montre que moi, je m'assume. Vraiment sans filtre, voilà, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent très bien, je suis vraiment sans filtre dans tous les sens du terme. Et en fait, je sais que ça, moi j'ai commencé à être vraiment, par exemple, très naturelle physiquement sur les réseaux sociaux en 2017. Et je me rappelle qu'à l'époque, les gens, ils étaient choqués de me voir sans filtre, de dire ah voilà, là j'ai des sourcils pas épilés, des machins. Et en fait, je suis sûre, parce que moi je suis un peu attaquée sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est étonnant, hein. Bah, comment on peut attaquer une fille comme moi, je sais pas. Vous êtes tellement sympathique. Mais ouais, je suis tellement sympathique, vous avez vu, j'avais raison dès le début. Et non, mais en fait, je suis pas mal attaquée parce qu'en fait, je dis les termes. Je dis voilà, quand par exemple je me trouve grosse, je dis oh là là, moi là en ce moment j'ai du mal avec moi, je me sens grosse. Bah t'as tout de suite les filles qui sont là, être grosse c'est pas un défaut. Je fais bien sûr c'est pas un défaut, c'est juste que pour moi, c'est moi avec ma personne, pas les autres. Les autres, tout le monde est comme il est, je m'en fiche. Mais moi, je me sens pas bien. Bam, je suis taxée de machin, de trucs et tout. Et en fait, ça va complètement à l'inverse de ce que moi je prône, c'est-à-dire le naturel. Je pense, Blandine, qu'il faut connaître votre histoire et venir voir votre spectacle pour comprendre pourquoi vous avez cette réaction-là. Parce que vous dites que très jeune, il y a eu ce problème de surpoids. Que vous avez travaillé sur vous depuis, et forcément, vous parlez beaucoup de physique. Vous avez très envie en même temps qu'on flatte votre ego, mais on vous aime tellement, on vous trouve tellement sympathique qu'on est obligé de rentrer avec vous dans ce jeu-là. Vous notez votre physique, celui de votre mari sur scène, c'est extrêmement drôle. Et je voulais savoir quels sont les critères de beauté pour vous. J'adore les dents, j'adore les cils. C'est très bizarre, hein, mais j'adore ça. C'est-à-dire que mon mari, la première chose que je lui ai dit quand je l'ai vu, je le connaissais pas, je lui ai dit t'as fait un rehaussement. Et c'est le truc. Et il m'a vraiment pris pour une vraie folle. Ah bah en tant qu'homme, oui. À une bah copine, on dit ça, c'est logique. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent, un rehaussement de cils, c'est pour que les cils soient relevés, recourbés, voilà, comme une si on mettait du mascara. Ouais, exactement. Sauf que c'est une technique qui est pratiquée par des esthéticiennes ou des spécialistes. Donc forcément, j'imagine que pour un homme, c'est très drôle. Votre mari sur scène, il prend cher. Ouais, il prend cher. Bah ouais, parce qu'en fait, déjà, ce spectacle, je l'ai écrit en grande partie en postpartum, donc c'est un peu difficile le postpartum, parce qu'aussi il représente aussi quelque part l'homme de manière générale. Il représente pas mon mari dans le spectacle, enfin il représente mon mari évidemment, mais il représente aussi les hommes, c'est-à-dire que quand je vais taper sur lui, des fois je tape sur lui mais c'est plus pour dénoncer quelque chose et je me sers de mon mari pour le dénoncer, mais voilà, mais sinon il est complètement aligné avec tout ce que je raconte sur lui, parce qu'il faisait du stand-up à l'époque, donc il a beaucoup de second degré, et pas seulement, parce que je crois qu'il vous aide à écrire en même temps. Et il a coécrit le spectacle, donc vraiment il est très aligné. Il y a des phrases un peu phares que j'ai envie de donner, Blandine. Ça va faire 5 ans et demi qu'on est mariés, et depuis j'attends que la mort nous sépare. Le mariage, c'est des concessions. La plus grande que j'ai dû faire, c'est celle du bonheur. Il y a normalement c'est le postpartum, mais en fait c'est normal. Donc ça c'est quand vous ne le supportez plus. Donc forcément on va écouter un extrait du spectacle. Alors, et du coup, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on dit que l'amour dure 3 ans. Ça, par contre, c'est faux. Ça, franchement, je suis hyper honnête, 1 an et demi, à tout péter. Et moi, heureusement, au bout d'1 an et demi, il m'a demandé en mariage, donc ça a un peu relancé le truc. Et ça fait donc maintenant 5 ans qu'on est mariés, et depuis, j'attends que la mort nous sépare. Et le mariage, c'est drôle parce que ça te permet de découvrir des trucs sur l'autre que tu ignorais totalement. Moi, par exemple, c'est grâce au mariage que mon mari a découvert que la Blandine marrante, pétillante, pas prise de tête, n'existait pas. Non, grâce au mariage, il a découvert mon vrai visage. Il a découvert qu'en vrai, j'étais légèrement excessive, hystérique, possessive, impulsive, colérique, bordélique, émotive.
mais pas jalouse. Je suis pas jalouse. Je l'ai même déjà envoyé en club de striptease. Vous savez, cet endroit où on glisse de l'argent dans ce qui reste de la tenue de l'artiste. Et ce soir-là, il s'était fait 1 200 €. Et je suis pas du tout jalouse parce que je sais exactement ce que je vaux et je sais qu'il trouvera jamais mieux que moi. En même temps, s'il me quitte, qui voudrait d'un eunuque aux yeux crevés? Blandine Lehoux, vous êtes comment en vérité ? En vérité, je suis assez comme je suis sur scène. Pas quand je dis des méchancetés sur mon mari, mais en vérité, je suis assez la fille que je suis sur scène et assez proche de la personne que je suis dans la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment une qualité en réalité parce que du coup, ça je l'apprends avec, tu vois, je vois une coach artistique, des machins et tout. Et en fait, c'est pas très bon parce qu'en fait, du coup. Quand t'as des problèmes personnels, tu peux un peu les amener sur scène avec toi et tout, parce qu'en fait, il faut être quand même un peu son clown. Et en fait, je suis tellement naturelle et donc c'est une super qualité, mais en réalité, c'est pas il faut pas trop l'être. Tu vois, mais j'ai du mal encore à... C'est ça, c'est-à-dire qu'on ressent de toute façon sur scène clairement, j'ai envie de dire, vous êtes, pour lire un peu ce qui est écrit sur vous, la bonne copine, vous débarquez un peu comme dans un repas de famille, vous parlez de votre rapport à la nourriture, on l'a compris, des kilos en trop, des complexes, mais de façon très décomplexée. Vous nous amenez avec vous, vous mêlez stand-up, jeux de comédie, vous passez en revue beaucoup de sujets, la vie de couple, la famille, les difficultés de jeunes parents, vous parlez des enfants moches, du deuil, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués. Et en même temps, vous êtes très naturel, mais en effet, vous ne surjouez pas. Vous n'êtes pas dans un jeu, donc ça peut être en effet un piège. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Et je le découvre assez. En fait, c'est assez récent. C'est parce qu'en fait, quand tu joues devant 100 personnes, c'est pas du tout un problème. Parce que moi, j'ai écrit ce spectacle en l'écrivant comme si j'étais dans le salon de mes potes. Ouais. Et donc, parce que j'ai envie que les gens, quand ils repartent, ils aient l'impresent d'avoir passé une soirée entre potes. C'est comme ça que je l'ai écrit. Mais c'est vraiment comme ça qu'on le vit. Hein. Ouais, c'est magnifique. Trop bien. Alors là, je peux mourir en paix. Et en fait, le truc, c'est que quand tu joues, maintenant je joue dans des plus grandes salles, et donc des fois quand tu te retrouves à jouer devant 400, 500 personnes et tout, tu y laisses un peu quelque chose, tu vois. Je sais pas comment expliquer, c'est un truc que tu vois que je suis en train d'apprivoiser. Il y a quelque chose de vous qui part un petit peu ? Non, mais en fait, c'est vraiment un truc que je découvre maintenant, que je suis en train de travailler, et c'est pour ça qu'il faut que... Mais ça, c'est vraiment des questions... tu vois, technique, artistique, hein, tu vois, c'est voilà, je me dis, est-ce qu'il faut pas que je sois un peu plus mon clown plutôt que d'être vraiment la vraie Blandine, peut-être potentiellement qui vient de s'embrouiller avec son mec juste avant, tu vois. Et des fois, tu vois, des fois je m'embrouillais avec mon mec et j'allais jouer, et donc du coup j'étais un peu énervée. Un peu énervée. Là pour le coup, j'ai envie de dire que ça fonctionne parce que étant donné que vous êtes pas sympathique avec lui, ça marche. Et justement, j'avais envie de vous poser cette question-là, Blandine Lehoux. Au début, vous dites dans votre spectacle, on aime tout. Vous aimiez tellement votre mari à vos débuts que vous oubliez de manger, ce qui était compliqué pour vous. Hein, c'est ce que vous dites. Et après, on ne supporte plus rien. Vous racontez votre histoire d'amour, bien sûr, avec humour. En réalité, pour ceux qui ont regardé votre spectacle, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble aujourd'hui. Maintenant 10 ans. 10 ans. Ouais, parce qu'en fait, oui, j'avais pas décalé de 9 ans et donc maintenant Qu'est-ce qui fait durer l'amour ? Le fait que, en ce qui me concerne, mon mari, déjà, je le trouve extrêmement beau. Et ça joue énormément. C'est-à-dire que vraiment, des fois, je le supporte pas. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau, cet enfant. Voilà, je le trouve extrêmement beau. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour qu'on... En fait, tu sais, quand quelqu'un t'aime, c'est quand tu vois qu'il met tout en œuvre pour toi. Et en fait, nous, on est une équipe. C'est-à-dire que on se laisse... là, je sais que Mathieu, il me laisse la place à moi pour que je me réalise. Et dans quelques temps, ça sera à lui. Et donc du coup je me mettrai un peu en retrait et je ferai en sorte tout pour que lui il y arrive et qu'il réussisse dans ses projets. C'est une jolie déclaration d'amour, ça. Ah ouais, Mathieu, c'est... Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Blandine Lehoux, pour votre spectacle La vie de ta mère, le mardi 8 et mercredi 9 avril au Palais des Glaces à Paris. C'est complet, alors prenez vos dates à partir du 23 septembre jusqu'au 30 décembre à l'Européen et en tournée. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani de Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'État hébreu se tient prêt à négocier la phase 2 du cessez-le-feu avec le Hamas, mais il exige une démilitarisation de Gaza. C'est en tout cas l'une des conditions présentées par le ministre israélien des Affaires étrangères en conférence de presse ce matin. Les dirigeants arabes doivent discuter cet après-midi au Caire d'un projet pour Gaza autre que celui du président américain Donald Trump. Un plan égyptien dont les détails n'ont pas été rendus publics doit être présenté au sommet pour approbation. La Commission européenne a dévoilé en fin de matinée un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Ce plan pourrait aussi permettre une aide immédiate à l'Ukraine. Les dirigeants des 27 en discuteront jeudi à Bruxelles à l'occasion d'un sommet extraordinaire consacré à la situation en Ukraine et au désengagement américain. En France, le collectif des victimes de Notre-Dame de Bétharram fait part de son immense soulagement après que la congrégation religieuse, qui a longtemps dirigé l'établissement catholique, a reconnu sa responsabilité ce matin. Il regrette toutefois le positionnement, je cite, contraint d'une congrégation acculée qui aurait dû reconnaître ses torts depuis des décennies déjà. Après que le parquet de Nanterre a requis un procès pour meurtre contre le policier auteur du tir qui avait tué le jeune Naël en juin 2023, le syndicat Alliance dénonce une décision inacceptable qui vise à acheter la paix sociale. Il appelle tous les policiers à se rassembler demain à la mi-journée devant leur commissariat pour exprimer leur colère. Enfin, le président Emmanuel Macron a salué un homme de droit et de droiture après la mort de Jean-Louis Debré, fidèle de Jacques Chirac et ancien président du Conseil constitutionnel. Une minute de silence a notamment été observée dans l'hémicycle à 15h pour lui rendre hommage. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Blandine Lehoux et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Chirel. Nos héros ont tout sacrifié pour nous. Et le peuple d'Israël a une dette infinie envers eux. Pour Purim, en offrant 15 000 paniers Mishloche Manot, nous soutiendrons 5 magnifiques projets de réhabilitation du Keren Or Kessaria pour nos 15 000 blessés. Grâce à Meir Panim, les paniers ne nous coûtent rien, donc 100% de vos dons iront pour ces actions. Alors ouvrez vos cœurs et achetez plein de paniers. Soyez généreux. Rendez-vous sur notre site kerenorkessaria.org ou envoyez un WhatsApp au 972 53 53 09 222. Am Israël Chai. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Blandine Lehoux, pour son spectacle La vie de ta mère. Ce sera le mardi 8 et mercredi 9 avril au Palais des Glaces à Paris et puis du 23 septembre au 30 décembre à l'Européen et en tournée. J'avais forcément envie qu'on continue d'évoquer ce spectacle avec vous, Blandine, parce que vous parlez de votre mari bien sûr, mais aussi de la parentalité, et qui dit parentalité dit enfant. Et vos enfants aussi, hein, ils sont massacrés, j'ai envie de dire, c'est assez drôle. C'est très... Non, honnêtement, on rigole beaucoup. Et vous avez en toile de fond toute une idée sur la mère parfaite qui n'existe pas finalement. Ouais, non, bien sûr, la mère parfaite, elle n'existe pas. Et j'aime à dire que si elle existe, pour moi, c'est qu'il y a forcément un truc derrière qu'elle cache et qui est vraiment dangereux, quoi, parce que c'est impossible d'être parfaite, d'être belle, d'être coiffée, de faire à manger bio, sain, healthy, que les enfants ils soient super, toujours bien habillés, repassés, que la maison elle soit nickel. Non, j'espère que ça n'existe pas. Vous dites pas mal de choses sur scène. Vous dites ma fille, très gentil bébé, le genre de bébé qui te donne envie d'en avoir 2. Mon fils, le genre de bébé où t'es sûr que t'en auras pas 3. Ouais. C'est assez drôle. Et vous dites notamment cette phrase: le bébé dans un couple, c'est l'équivalent du pigeon à Paris. Ouais. Un petit être porteur de maladie qui rendra vos apéros en terrasse
beaucoup moins agréable. C'est vrai, c'est tellement vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, la modernité, finalement, Blandine, c'est réussir à comprendre nos faiblesses de mère et se dire c'est OK, quoi. qu'il Ouais, arrive. voilà, oui, exactement. La modernité, c'est de. En fait, je pense que c'est arrêter de faire genre. C'est-à-dire que, oui, la maternité, c'est difficile. Nos mères, elles auraient dû pouvoir plus le dire, mais c'est pas non plus. Là, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'effet de mode maintenant, carrément, vraiment, hein, très honnêtement, je le pense, où il faut dire à quel point c'est difficile. Ouais, non, mais je veux dire, je trouve que il faut dire que quand c'est difficile, voilà, mais je trouve, en fait, je déteste quand je sens que les gens ont trouvé un filon. Très honnêtement. Est-ce que vous trouvez que le filon, c'est profite, ça passe vite? Cette mais phrase, elle est insupportable. Mais on c'est peut parce se le que dire. vous avez un bébé de 6 mois. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais en réalité, Mais je vous cette jure, phrase, c'est vrai. profite, ça passe vite, c'est vraiment. Ça Non, passe mais trop vite. C'est vrai que cette phrase, tout le C'est monde l'a terrible. dit, et c'est forcément, on se dit que c'est vrai. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la charge mentale de mère, on vous la met ou on se la met à soi-même? On n'a pas besoin des autres en général pour culpabiliser, pour voilà. Donc non, moi la charge mentale, j'ai pas besoin des autres pour me la mettre. J'en ai une, mais j'ai la chance d'avoir un mari extrêmement intelligent, moderne, voilà. Et du coup, la charge mentale, hop, je la prends, hop, je lui mets sur les épaules. Après, il enlève un peu, il me la remet moi sur les épaules. Enfin voilà, la charge mentale, on la partage. Comment vous conciliez aujourd'hui votre carrière et votre famille, Blandine? C'est pas facile parce que justement là les choses elles s'accélèrent un petit peu et donc du coup je pars en tournée beaucoup. Là je suis rentrée dimanche de tournée, je repars demain. Voilà, je rentre dimanche. Enfin, voilà, c'est un lourd sacrifice. Je pars en me disant que heureusement que j'ai un super mari, qui est un super papa. Je sais que mes enfants sont en sécurité, mais c'est vrai que par exemple là, je suis partie, 3 nuits, donc 4 jours, 3 nuits, et je suis rentrée. Mon fils qui a 2 ans, il sait dire des nouveaux mots. Voilà, donc c'est pas facile parce que donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que déjà, je sais pourquoi je fais ça, pour m'épanouir, pour montrer à mes enfants que réaliser ses rêves, c'est possible, qu'on peut être une femme, une mère de famille et réussir. Et parce que... et puis, ce que je fais et ce que je conseille à toutes les femmes qui ont une vie un petit peu prenante, et on peut faire n'importe quel métier et avoir peu de temps finalement pour ses enfants, c'est de vivre des moments de qualité. Voilà, c'est-à-dire que dès que je peux, je vais chercher ma fille à l'école et on déjeune ensemble, alors que, bon, elle est en moyenne section, hein, mais je l'emmène au restaurant le midi, on se fait un petit truc, hop, je la ramène à l'école, ou des fois, quand le vendredi, j'arrive un peu tôt, hop, je les prends le midi, je les récupère et puis je les mets pas l'après-midi à l'école. Enfin voilà, on fait des trucs, j'essaye de faire des trucs, et puis quand je les ai un jour comme un week-end ou un mercredi entier, on va essayer de faire des trucs, on va faire des vraies choses. Voilà, donc j'essaye de privilégier les moments de qualité. Des jolis moments de vie. Blandine Lehoux, pour venir voir votre spectacle La vie de ta mère, je le rappelle, c'est le 8 et 9 avril au Palais des Glaces à Paris, et aussi du 23 septembre, surtout au 30 décembre à l'Européen et en tournée, parce que les autres dates sont complètes. Tout de suite, on vous emmène au théâtre et on s'écarte pas du sujet. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Blandine Lehoux. Je bois vos paroles, c'est très sympathique aujourd'hui. Chère Blandine Lehoux, alors sur la scène, vous êtes notre meilleure copine, celle qui a toujours voulu être mère tout en revendiquant qu'on n'est pas parfaite. En fait, il n'y a que nous, Cyrielle et moi, qui sommes parfaites. Ça, je le revendique, mais bon, ça c'est en off, évidemment. Et surtout, vous êtes comme moi, vous êtes sans filtre, c'est-à-dire que les parents, les enfants, les maris les emmerdent, comme dans la chanson d'Aznavour. Alors pour cette chronique théâtre, il fallait bien que je trouve un sujet pour célébrer justement les mères, ces mères que l'on fête, que l'on adore, que l'on déteste et qui nous harassent jusqu'au bout de nos existences. Le spectacle que j'ai choisi s'appelle, peut-être que vous le connaissez, Fête des mères. C'est une comédie drôlatique acide écrite par une jeune femme de 20 ans qui s'appelle Adèle Rouanet et qui est jouée par une bande de jeunes comédiens, tous issus du cours Florent dans l'excellent théâtre Le Pic sur la butte Montmartre. On en écoute un extrait. Alors, c'est pas très rassurant. C'est pas rassurant comment? Elle va mourir. Ça, on va tous mourir. Oui, on va tous mourir. Non, pas tous. Si, Florence, on va tous mourir. Pas tous en même temps, mais tous. Donc ça dit quoi ce dossier? Alors, ça dit que... Parce que moi j'ai tiré les cartes de votre mère. Et j'ai vu des perturbations certes, mais j'ai vu aussi du renouveau.
un changement important. Ah bah, la mort, c'est sûr, ça change un peu le cours de la vie. C'est pas forcément négatif. Mais oui, arrêtons de voir la mort comme la fin du chemin. Louise. Ça peut être aussi le début d'une grande aventure. Louise. Je parle pour ceux qui restent. Louise, tu commences à me gonfler là. Mes cartes parlent. Et d'après Bon, les qu'est-ce qu'on fait On écoute le médecin ou on écoute la voyante? Gabriel n'oppose pas médecine et cartomancie, c'est complémentaire. Alors, évidemment, on a l'impression que ce sont des enfants, ce sont des adultes, ce sont des enfants adultes qui se réunissent au chevet de leur mère mourante. Mais en fait, la mère n'apparaît jamais. En fait, c'est cela qui fait le jus de cette comédie, qui brasse des thèmes souvent traités, c'est-à-dire tous les enfants et leurs conjoints sont réunis pour fêter la maman qui n'est pas là. Et donc, ils vont parler d'elle. Et, comme vous l'avez dit très justement, en parlant de la mère, on parle de soi-même, ils parlent d'eux-mêmes, ils évoquent leur colère, leurs amours, leur jalousie, leur frustration, avec le regret que malgré son tempérament foldingue, la mère ne soit pas présente, car en parlant d'eux, de leurs amours, de leurs soucis, ils parlent aussi, surtout, de leur mère, comme souvent dans les réunions familiales. Donc c'est une fête des mères sans mère. C'est ça, Cyrielle, c'est un petit peu bizarre, c'est une fête des mères sans mère, M-E-R-E, et parce que en fait c'est Louise qui raconte cette histoire, et Louise elle est comme vous, c'est une narratrice de cette histoire qui n'est pas vraiment son histoire, c'est le double de l'auteur qui nous présente une famille dysfonctionnelle, elle fait du stand-up, dans ce personnage, mais sa mère ne lui a jamais pardonné de l'avoir utilisé comme source d'inspiration de ce spectacle. Ce qui fait qu'elle ne se parle plus, la mère ne veut plus parler à sa fille. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Louise. Et cette fête des mères, pour la jeune femme émancipée, risque fort de tourner au règlement de compte. Alors, évidemment, on vous présente la famille. Il y a le chouchou de sa maman, qui est un garçon, bien entendu, l'aîné, son frère Gabriel, qui débarque avec son compagnon Arthur, tout droit sorti des magasins de mode du Marais parisien. Louise rencontre aussi le Benjamin, qui s'appelle Ziggy, car sa mère adorait David Bowie. Il vit évidemment toujours chez sa mère, location longue durée. Et il y a Florence, une douce dingue. On ne sait pas pourquoi elle est là. Elle manie l'explosion de joie avec l'amertume d'une dépression avérée. Et tout est comme ça dans cette comédie un peu déjantée. L'humour potache se mêle à des considérations graves sur la vie, la mort, la maladie. Et ils se disent tout, sans filtre. C'est pour ça que ça plaît beaucoup aux jeunes. Eux non plus, car entre 20 et 30 ans, on se construit souvent en provoquant le destin. Les comédiens semblent aussi avoir mis du leur dans le spectacle. On retrouve des blagues décalées comme des pastiches, un peu de la comédie de boulevard, mais aussi beaucoup de répliques très intimes. Le rythme s'emballe. On pense aussi aux autofictions théâtrales de Philippe Cobert, avec cette ambiance, surtout dans les grandes familles où on parle tout le temps, on se coupe la parole, ça parle cru. Et je dirais, ça parle cruel aussi, parce que c'est sans filtre. Alors, la psychanalyse, on a une psychanalyste qui va venir tout à l'heure, n'est pas loin, comme une bouée indispensable pour la narratrice qui traverse cet océan d'affect de non-dit, cet éloignement de la cellule matricielle qui bruisse encore du magma des paroles d'enfants grandis trop vite. Il faut aller savourer cette comédie enlevée, percutante. Et je terminerai par une citation d'Émile Zola, trouvée dans le dossier du spectacle. « Maman, est-ce que j'ai quelque chose à moi qui ne soit pas de vous ?» Waouh, Fête des mères, c'est au théâtre Le Pic. Ça m'a vraiment donné très envie d'aller voir cette pièce. J'ai envie, les questions que je suppose que les auditeurs se posent, c'est est-ce que finalement ils vont se rabibocher avec la mère qui peut-être n'est plus ou peut-être qu'elle est là en toile de fond dans leur cœur, je ne sais pas, et que finalement c'est une manière de réparer ce qui n'a pas été fait de son présent. En tout cas, voilà, c'est les questions que je me pose et ça nous a donné très envie. Merci beaucoup, Hélène Cyrielle. Allez, tout de suite, c'est le billet très philosophique du jour avec Hugo Davier. Le billet du jour. Bonjour Hugo Davier. Bonjour Cyrielle, bonjour Blandine. Aujourd'hui, je voulais parler du défi que peut être la parentalité, car je crois quand même que c'est une question qui a été vaguement évoquée dans votre spectacle. Vous parlez parfois de concessions, de beaucoup de sacrifices, et souvent quand on évoque la construction d'une famille, on peut en avoir une image assez négative, voire éprouvante. Tout de suite, on pense au renoncement à la liberté, l'alliance de fortune avec un avant et un après. Mais c'est drôle parfois de voir à quel point on peut s'enchaîner à cette même liberté. Personne ne sait trop ce que c'est d'ailleurs la liberté. On a bien sûr une vague idée. Loin de moi l'envie de faire une apologie de la contrainte. Cependant, je crois quand même qu'il est bon parfois de faire une pause dans sa vie et de voir où toute cette liberté nous mène. Si par son biais on se réalise ou si elle nous permet au contraire de fuir. Je suis un homme libre, je suis une femme libre. Bien, mais après, la liberté oui, mais pourquoi faire ? Une chute libre ? À notre époque, on ne peut pas penser l'individu autrement qu'entravé, soit par un patron, soit par un travail, sa famille, sa communauté.
sans possibilité d'épanouissement aucune. Sans indépendance, point de salut. Alors on dénonce les influences culturelles pour finalement mettre les petits groupes dans les grands. Par crainte du sectarisme, on tombe dans le conformisme et de ça, on ne se rassemble plus. On est ensemble par hasard. On aime que les gens soient livrés à eux-mêmes et n'aient de compte à rendre à personne, qu'ils s'autoréalisent, qu'ils se fassent eux-mêmes. Pourtant, je crois qu'on a tous reçu le relais de quelqu'un à un moment donné et qu'on aura l'occasion de le distribuer à notre tour, d'une manière ou d'une autre. On adore contredire aussi. Faire de tout le contraire de ce qu'on peut entendre de nos aînés. Blandine, je crois savoir par exemple que vers vos 21 ans, vous avez dit à votre grand-mère « Je crois que je n'aurai pas d'enfant ». Qu'elle vous a alors répondu « Mais enfin, le but de la vie, des êtres humains, c'est d'en avoir des enfants ». D'autres, à votre place, auraient pu prendre la mouche et trouver cela rétrograde ou d'un autre temps, se jurer de prouver leur liberté en faisant tout l'inverse. Pourtant, quand vous avez rencontré votre mari, c'est devenu comme une évidence. Alors, tout ça pour dire que pour bien comprendre ce qu'est la liberté, on doit la rattacher à des situations concrètes. Et alors je me dis que quelque part, la parentalité, c'est peut-être finalement une prise de conscience de ce qu'est vraiment l'essentiel. L'opportunité de consacrer son temps à quelque chose qui nous suivra toute notre vie et qui même la dépassera. Le choix délibéré du meilleur du pire et du meilleur du meilleur. Celui de se préférer chien de berger plutôt que loup solitaire pour finalement donner à d'autres l'opportunité de vivre des moments pareils à ceux qui nous sont chers, de se redonner à soi par moment l'occasion de retomber quelques instants en enfance, tout en étant plus adulte que jamais, en reconstruisant un foyer et en agrandissant sa famille. Du moins, c'est facile pour moi de le penser, car c'est encore, finalement, très loin de moi. Courage aux parents. Merci à vous. Bravo. Et merci beaucoup Hugo Davier, beaucoup de vérité dans ce billet. Finalement, qu'est-ce qu'on fait de la liberté parfois? Eh bien, il vaut mieux s'en éloigner, se rapprocher de soi-même et trouver que l'essentiel finalement est moins dans la liberté. Et finalement, c'est peut-être ça, la vraie liberté. C'est la vraie question. Merci beaucoup Hugo Davier, bravo pour cette première. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Blandine Lehou, il y a une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup qui dit parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Faisons cela maintenant avec juste quelques petites phrases comme ça un peu anodines mais qui réveilleront sûrement en vous un petit sentiment. La première, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est-ce que cela vous parle ? Oui, bien sûr. Ouais, parce que j'ai œuvré dans cette direction dès que j'ai pris conscience que j'allais être malheureuse toute ma vie si je réalisais pas mes rêves. Parce que c'était presque animal. Il fallait que je le fasse. Une survie. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et vous en a fallu du courage ? Oui, il m'en a fallu. Des fois, pas forcément en rapport avec la scène, mais des fois pour avoir la sensation qu'une seule chose, c'était de survivre à quelque chose. Et ben, il fallait réussir à se relever. Ça a été courageux de mettre tout en place pour réussir à se relever. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Ouais. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Ouais, carrément, ça me parle, ce que vous dites. Parce que moi, j'ai réalisé mon rêve. Donc, quand on veut, on peut. Et des fois, quand on peut, on doit. Parce que des fois, dans des périodes très compliquées de ces derniers temps, je sais que, à ma toute petite échelle minuscule de rien du tout, je sais que j'ai un petit peu apaisé les cœurs. C'est joli ce que vous dites. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. La vie est un mystère. Enfin, c'est un peu trop philosophique. Hugo, il serait bien là. Attends, redis, s'il te plaît. La vie est un mystère qu'il faut vivre et certainement pas un problème qu'il faut résoudre. C'est de Gandhi. Ouais, ça me parle moins. Écoute, peut-être parce que je comprends moins. Non, peut-être ça me parle moins parce que ça me parle moins. Est-ce qu'il y a une philosophie de vie qui vous porte depuis quelque temps ou un conseil qu'on vous a donné qui vous permet d'avancer, Blandine Lehou ? Quelque chose qui me permet d'avancer, c'est que ce qui me permet d'avancer, de toute façon, c'est j'ai tout recentré sur ma famille. J'ai tout recentré parce que quand on traverse des périodes compliquées, l'essentiel, c'est vraiment on se rattache à l'essentiel. Voilà, et moi, c'est ça qui me permet d'avancer. Merci Blandine. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Ah ouais ?
Le portrait psychologique. Et ouais, comme vous dites, Blandine Lehoux, comme toujours à la fin de cette émission, en fait, nous débriefons ces minutes passées ensemble et donc c'est votre portrait dans le regard de Judith Cohen-Solal à ma gauche. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Blandine. Bonjour. Déjà Blandine, je trouve que c'est un prénom consacré pour être gentil et sympathique parce qu'on pense à la blanche et pure Blandine. Donc déjà c'est compliqué, faut arriver à maintenir le Blandine. Ouais. C'est ma grand-mère qui a choisi ce prénom. Voilà. Parce qu'elle croyait que j'étais, dès le début, elle s'est dit que j'étais une femme forte. Voilà, donc il fallait un petit peu ralentir si j'ai bien compris et faire quelque chose du côté impatient. Bon, parce que gentil et sympathique, je ne doute pas que vous soyez gentil et sympathique, mais je pense qu'il y a certainement d'autres caractéristiques pour quelqu'un qui, s'appelant Blandine, a décidé d'être, comme vous dites, naturel, direct et de dire, vous dites que vous n'avez pas de filtre. Non, j'ai pas de filtre. C'est toujours intéressant. Alors il n'empêche que quand Cyrielle vous a parlé de votre père, vous avez dit comment ça tu oses me parler? Vous osez me parler de ça? Alors moi j'ose aussi puisque vous n'avez pas de filtre et j'ai compris qu'il y avait quelque chose avec le père puisqu'il y a beaucoup de familles. Et oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet tabou dans ma vie. Hein. Ah d'accord. Donc il y a du filtre pour les autres. Non, il n'y a pas de filtre avec en ce qui me concerne, mais après voilà, on a tous des vies différentes et des secrets de famille et des machins. Et... Bien sûr. Enfin, mais vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Au pire, je vous dirai stop. Hein, non, mais j'ai compris que. Non, mais moi, je vais rien du tout. Mais j'ai juste compris que vous aviez grandi dans une famille, donc avec beaucoup de familles dans la maison, avec votre mère et des oncles et des tantes et mes grands-parents. Et vos grands-parents. Et ma sœur, et votre sœur. Donc, je crois comprendre qu'il n'y avait pas trop de pères là-dedans. Et donc, j'ai compris aussi que vous disiez que il n'y avait pas de mère parfaite. J'ai bien aimé parce que vous avez dit. Enfin, j'espère que ça n'existe pas. Moi, je crois que je vous confirme. En tout cas, du lieu de là où je peux entendre les mères, il n'y a vraiment pas de mère parfaite. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes sûr d'avoir rencontré le père parfait. Ouais. Donc, ce mari qui accompagne vos écrits d'ailleurs aussi, qui partage la charge mentale et qui a l'air d'être vraiment un père parfait. Donc, comme quoi, on n'est pas toujours obligé de répéter l'histoire, ce qui arrive parfois quand on a vécu des choses difficiles. Bien sûr. On peut vouloir la réparer ou en tout cas chercher à j'aurais pas eu quelque chose d'autre. J'aurais pas eu d'enfance si j'avais pas rencontré Mathieu, bien sûr. Donc c'est là que je comprends que pourquoi vous avez pu dire à un moment donné j'aurais pas d'enfant, parce que ça devait pas être facile et parce que tout ça là, même si c'est en famille et que c'est joyeux, ça doit pas être évident, mais que d'ayant rencontré l'âme sœur, l'âme père, je ne sais pas, c'est beau, avec qui vous pouviez faire la paire, le père, tout le monde. Exactement. Voilà. Du coup avec ça vous avez réussi à avoir envie d'avoir ces enfants que vous massacrez pour la bonne cause, mais que vous avez l'air de bien quand même accompagner, d'apprécier, bien accompagné déjà. Et en fait, ça n'empêche pas qu'on peut se faire pigeonner par les enfants très souvent, à part le fait qu'ils empêchent de faire des apéros agréables sur les terrasses. J'ai entendu. Bien sûr. Mais que bien sûr, on a toujours l'impression que on sait pas, on leur donne un peu, ils veulent beaucoup, qu'à quel moment ils cherchent à tirer la corde et à quel moment juste ils veulent être écoutés. C'est pas toujours si évident. Et je trouve qu'en effet, c'est un combat dans tous les cas de vouloir être une femme qui réalise ses rêves, qui travaille, qui est à l'extérieur, mais qui est aussi à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, en tout cas, qui veut trouver du temps et qui veut recentrer, comme vous dites, sur la famille, parce que j'entends bien que la famille, c'est quand même très important. C'est ce qui vous a accompagné, en fait. Évidemment. C'est pas si évident de vous avez dit jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est ça? Vous étiez dans une famille avec toute la famille? Ouais. Donc c'est marrant, c'est pas une oui, c'est pas anodin. Voilà, ouais, c'est pas anodin. Ouais. Donc sûrement tout le monde se mêle un peu de tout et à la fois on est un peu rassuré par tout le monde et ça fait un cocon fourmillant, mais où alors moi je me dis là, en tant que psy là, donc c'est compliqué parce que il y a des rivalités entre la grand-mère et la mère, parce que la mère, la fille, mais aussi entre les sœurs, les frères et puis en même temps les enfants. Alors ça doit pas être si simple que ça à gérer. C'était pas simple, mais franchement c'était plein d'amour. Oui. Donc, et c'était bizarrement assez sain, quoi. Donc, heureusement, un peu de stabilité dans ce bordel. Voilà, je comprends bien que c'était un bon endroit, un bon cocon, c'est sympa. Je trouve que du coup, vous êtes donné plusieurs missions parce qu'on parle d'être sans filtre et de vouloir vous épanouir, mais à la fois, on voit bien que vous avez envie de transmettre quelque chose, de protéger aussi un peu les autres, parce que vous avez dit que dans ces périodes très compliquées de ces derniers temps, vous aviez un peu apaisé des cœurs et que... Ouais. Voilà, donc je pense que vous avez le souci des autres aussi. Je pense que c'est ça. Moi, c'est ça que j'entends aussi dans Sans filtre, c'est-à-dire on
on se délivre, on est sincèrement là, et avec cette authenticité, finalement, c'est comme ça que ça marche en fait. Les gens qui réussissent, surtout dans ce genre d'exercice où vous vous lancez, il y a tellement de gens qui essayent, et il n'y en a pas tant que ça finalement qui réussissent. Je pense que s'il y a un secret, et on le voit aussi à travers vous, c'est cette forme d'authenticité. Et je vous vois en face de moi, je ne fais pas non pas tous les auditeurs. Et en fait, vous êtes comme on dit, vous êtes sans phare. Parce que, voilà, je sais pas, les cils sont très importants pour vous, mais je vois que vous n'avez pas de maquillage, pas de rouge à lèvres, et bien, finalement, ça dit aussi quelque chose. Ça dit quand même qu'on a envie d'être là, pas masqué, on n'avance pas masqué. Et qu'il faut prendre le risque de ne pas avancer masqué, parce qu'en effet, on peut en prendre aussi plein la tête, parce que, on peut tomber, se relever, et tout ça, partager ça avec... Finalement, le public, c'est un peu comme cette grande famille dans laquelle vous aviez déjà l'habitude de parler, et il y avait beaucoup de gens qui interprétaient et qui donnaient leur avis. Carrément. Et on se lançait des vannes depuis tout petit. Voilà. Bon, écoutez, vous étiez à bonne école, et c'est pour ça que je comprends que ça fait partie de votre vie de tous les jours, et que le public, vous pensez qu'il y a un lien ? À chaque fois, oui, retrouver un peu cette famille et entendre les réactions des uns et des autres, et que là où d'autres seraient, je doute pas que vous avez le trac comme tout le monde, mais je suppose que là où d'autres seraient très angoissés, là, je pense que pour vous, la scène et le public, c'est quelque chose de rassurant. Oui. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Oui, quand c'est à échelle humaine, j'ai pas le trac, parce que je me dis, je vais dans le salon. Mais quand c'est grand, c'est une autre analyse, parce que je me dis, il faut absolument que j'arrive à instaurer ce climat. Donc le challenge est différent, il est plus difficile, il est vachement plus difficile, donc du coup là il y a un peu de trac, mais je travaille afin que j'ai plus le trac quand j'ai 500 personnes. Je suis sûre que ça doit être formidable, donc à bientôt, parce que vous avez une longue route devant vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste, vous l'avez compris, que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Blandine. C'était un bonheur. Ah, merci. Un mot de la fin qui vous revient. Ce que vous voulez. Je sais pas, vous auriez dû me demander avant. Je suis très heureuse d'avoir été accueillie par vous aujourd'hui. Merci beaucoup, nous étions très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je rappelle votre spectacle La vie de ta mère, mardi 8 et mercredi 9 avril au Palais des Glaces à Paris, complet. Donc nouvelle date du 23 septembre au 30 décembre à l'Européen et en tournée. C'est le mardi, mercredi, vous pouvez venir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, pas Shabbat. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tananou Kayev, merci beaucoup. À la réalisation, voici. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec, attention, accrochez-vous, Enrico Macias. Je l'ai vu, c'est vrai. Mais oui, il me connaît, tu lui demanderas. Écoutez, je lui dirai. On était aux Enfants de la télé ensemble. Oui, c'est récent. Oui. Pour son concert, donc le 15 mars au Dôme de Paris. Merci beaucoup à Hugo Davier pour cette jolie première chronique philosophique. Merci à évidemment Hélène Kuttner pour cette chronique théâtre. En attendant, rendez-vous demain bien sûr. En attendant, le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal. Restez connectés sur Radio J. À demain.